Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Fanny B dans cette émission. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Fanny, il faut savoir qu'elle est créatrice de contenu, blogueuse ou encore associée dans un célèbre coffee shop parisien. Elle est suivie par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux et plus de 30 000 personnes en ce qui concerne son établissement. Comme ça, on se rend pas compte, mais il faut s'imaginer que tous les jours, elle partage son quotidien avec l'équivalent d'un Stade de France et d'un Parc des Princes réunis. Elle est originaire du Nord. C'est pour sa scolarité qu'elle a débarqué à Paris, où elle est littéralement tombée amoureuse de notre capitale. Après diverses expériences dans la mode, elle développe plusieurs activités sur Internet, dont les réseaux sociaux, jusqu'à devenir la Fanny B d'aujourd'hui. Vous allez l'entendre, Fanny est une femme passionnée, qui met l'humain au cœur de ses choix et de sa vie. Convaincue qu'aucune rencontre n'arrive par hasard, c'est comme cela, de fil en aiguille, qu'elle devient co-gérante d'un coffee shop alors que rien du tout ne l'a prédestinée à cela. Après plus de 10 ans sur Instagram, elle nous partagera sa recette pour bien gérer une communauté et la vision qu'elle a maintenant des réseaux sociaux. Une discussion où franchement j'ai pris énormément de plaisir à découvrir la femme derrière l'artiste. Alors, je laisse place à la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, au cœur du 20e arrondissement, dans ton très très bel appartement, je dois dire. Merci, c'est trop gentil. J'en parlais tout à l'heure dans ton parcours. Avant d'être à Paris, toi, tu étais originaire du Nord. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la capitale ? Alors, tout simplement, j'ai fait l'école S-Mode et la dernière année était obligatoire à Paris. Donc, j'ai pas eu le choix en fait pour finir mes études. La dernière année était obligatoire. Donc, je suis partie en me posant pas de questions. Finalement, je me suis dit de toute façon, je suis obligée de venir à Paris. J'étais très jeune. Parce qu'au final, je suis une des rares mineures qui est rentrée à S-Mode. D'accord. Donc moi, quand j'étais la première année là-bas, je devais demander l'autorisation parentale pour sortir, faire les événements, les voyages avec l'école. Et du coup, la dernière année, on me dit, bon, bah, c'est parti pour Paris. Et mon père m'a accompagnée ici. Il m'emmenait régulièrement à Paris, cela dit, une fois par an, pour les fêtes. Et c'est là que tu as découvert les Beaux-Arts ? Parce que je sais que tu as passé quelques temps. Non. Alors en fait, j'ai découvert les Beaux-Arts quand j'avais 2 ans. Ok. J'avais un problème de langage. Je parlais très très vite. Donc mes parents m'ont mis chez l'orthophoniste. Et l'orthophoniste, en fait, parlait avec mes parents. Il m'avait mis sur une petite table avec des feuilles et des crayons. Et quand ils sont revenus, ils ont dit « Ah, il y a quand même quelque chose chez cet enfant au niveau de la créa. » Et mon père travaillait pour la ville, il était directeur territorial de la ville où je suis née, et en fait il connaissait déjà très bien les beaux-arts du coup de la ville parce qu'il bossait avec eux, il bossait avec le musée de la ville, et du coup il y avait les beaux-arts pour les petits, et j'ai démarré les beaux-arts à 2 ans, et je suis littéralement restée avec eux 12 ans, 13 ans. J'ai vraiment fait une énorme période avec eux, et en fait c'est quand je suis partie à l'ESAT à Roubaix. C'est l'école supérieure des arts appliqués et du textile où j'ai arrêté les beaux-arts parce qu'en fait je pouvais plus faire les allers-retours entre les deux villes. Il y avait 2 heures qui nous séparaient et du coup j'ai enchaîné directement sur les SAT. Ok, hyper clair. Donc là maintenant tu es styliste de formation de base ? Ouais, styliste modéliste. Styliste modéliste. Parce que j'ai choisi S-Mode parce que je ne savais pas coudre. Ok. Je savais coudre à la main avec ma maman, avec une aiguille et un fil, tout ce que tu voulais, mais genre des vêtements de poupée. Mais j'avais aucune base pour créer ne serait-ce qu'un pantalon à la machine à coudre. Donc il me manquait cette case de modéliste qui est ultra important dans le métier de styliste à la base. Ok, ça t'a servi un petit peu ? Ça m'a complètement servi. C'était fou. J'ai appris énormément. Moi, j'ai baigné vraiment que dans la créa à la base. Et en fait, styliste, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout incarner des feuilles et on passe notre journée à dessiner.
Modéliste m'a permis de voir un peu plus les choses en 3D, on va dire. Et surtout, mon prof était le modéliste de Thierry Mugler. Ok. Donc, il avait une culture de la mode qui était impressionnante. Et d'ailleurs, il est devenu le directeur S-Mode Roubaix. Ok. Voilà. Pas mal. Et à quel moment tu te dis, parce que tu étais en poste, je vais lancer ton blog Play Like a Girl? À aucun moment, je me dis que je vais lancer un blog. Ouais. En fait, moi, j'avais toujours mon appareil photo sur moi. Parce que les Beaux-Arts, c'est aussi beaucoup la photo. Je faisais du labo photo le week-end, le samedi avec le prof. Et en fait, j'avais toujours un petit appareil sur moi. Ça marche. Oui, c'est bon. Et le direct. Et du coup, en fait, mon père faisait de la photo et m'avait offert des petits argentiques. Et du coup, j'avais un stock de photos impressionnantes sur mon ordi. Et j'ai découvert le site Flickr, Ok. où j'ai commencé à poster mes photos. Donc, à ce moment-là, je démarre ma vie professionnelle dans des grandes maisons de luxe femmes. Et je suis amenée à faire des voyages, à participer au défilé des grandes maisons. Et du coup, j'ai tout le temps mon petit appareil et je prends tout le monde en photo. Donc ça va des détails de vêtements à des visages de mannequins, aux créateurs. Mais je ne sais pas quoi faire de tout ça. Et je me dis, bon, ben, pourquoi pas les poster sur Flickr à ce moment-là. Et en fait, Flickr, pour moi, c'est vraiment l'ancêtre d'Instagram sur un ordinateur. C'est-à-dire que les gens pouvaient commenter les photos. Et du coup, je me suis découverte un kiff de répondre aux gens qui me commentaient. Ça me paraissait complètement fou à l'époque. Ouais, c'était en quelle année du coup là, on est en... Bah là, on est... du coup, c'est un tout petit peu avant les blogs. Moi, je dirais qu'on est en 2006, 2007. Donc, tu vois, ça remonte quand même... Et donc là, pendant quelques années, tu t'as mis sur Flickr. Ouais, et d'ailleurs, ensuite... il existe toujours. Hein. Ok. Je pense que tu tapes Flickr Fanny B. Parce qu'en fait, j'ai toujours, bizarrement, avant de me marier, du coup, c'était la première lettre de mon nom. Ok. Et j'avais toujours signé Fanny B partout. D'accord. Et c'est resté. Ça t'est venu quand? Parce que c'était... Parce que moi, je pensais à Agnès B au tout début. Non, pas du tout. Ah non, c'est c'était pas juste du tout que pour c'est ça, mon c'était- ancien nom de famille qui commence par un B, que je donnerai pas en entier. Oui, bien sûr, mais, bien sûr. Mais... j'étais D'accord. déjà assez discrète, entre guillemets, sur mon nom de famille, par exemple. Je voulais pas qu'on me retrouve, entre guillemets. Bizarrement, j'avais déjà cette culture de retrouver les gens sur Internet. Du coup, j'essayais déjà un peu de me sécuriser, quoi. Ouais, donc là, t'imaginais pas du tout que ça allait prendre cette proportion à Mais l'époque. pas du tout. Pas du tout. Et ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, il y a Betty Autier, Garance Doré qui émergent aussi. Et on se parle par commentaires. Et sur des forums aussi. Des forums. À l'époque, les forums, je ne sais même pas si quelqu'un sait encore ce que c'est. Et on est petites à ce moment-là. On est vraiment on est des filles de 20 ans qui... On réfléchit par rien. On ne sait pas du tout où ça va mener. Et c'est très bon enfant à l'époque. Ouais, ce qui est plus le cas pour toi maintenant. Pour moi, c'est devenu très commercial, business. J'ai quand même des gens qui m'ont dit, moi, clairement, je veux être sur les réseaux pour gagner de l'argent. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt d'une génération, du coup, qui a démarré à 20 ans et qui n'a pas réfléchi, c'était très spontané. Il n'y avait pas de réflexion de gagner de l'argent vis-à-vis de ça. Et ce qui est drôle à l'époque, c'est que mon copain me dit qu'on peut gagner de l'argent en mettant des bannières publicitaires. Et moi, je réponds, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment un autre monde pour moi, vu que j'ai toujours été dans la créa. On va dire qu'à l'époque, Internet, c'est très, très minime dans les studios, dans la création. Enfin, c'est... Ouais, c'est sûr, parce que toi, tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir. Ouais. Là, tu le vois prospérer, tu vois des nouveaux C'est réseaux ça. apparaître de partout. C'est ça. Je pense qu'on t'a déjà posé la question des millions de fois, mais comment tu vois la suite des réseaux sociaux pour toi? Tu l'as vu vraiment au tout début, genre où il n'y avait pas d'activité commerciale dessus, et maintenant que ça explose? Franchement, j'aimerais avoir la réponse. Ouais. Parce que on aura beau dire ça va se casser la gueule, ça va changer, ça va être modifié, ce sera différent. Oui, c'est différent, mais finalement, les choses ne dévient pas tant que ça de la route de départ. Même si les choses ont commencé par des blogs, c'était un travail d'écriture et de photos, et finalement, les réseaux sociaux restent un travail de photos, on va dire, moins d'écriture, parce que ça, j'ai remarqué que les gens lisaient moins.
En fait, il y a tellement d'informations maintenant qu'il est compliqué d'aller lire des pavés encore sur les blogs, etc. Je pense que d'ailleurs le podcast a pris le pas sur le blog dans le sens où c'est plus intéressant peut-être d'aller écouter quelque chose en faisant une marche. Exactement, ça laisse ou dans le les temps pour faire transports. autre chose. Ouais. Alors que je trouve ça plus compliqué maintenant de réussir à se concentrer sur des pavés de texte sur les blogs, malheureusement. Ouais, c'est plus long. Mais est-ce qu'une fois, toi, tu as senti que tu perdais la main sur les réseaux sociaux? Que ça t'échappait ou que... Pas eu contrôle. J'ai jamais senti que ça m'échappait, mais à un moment donné, je me suis sentie plombée et engouffrée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai quand même engouffré ma famille là-dedans, sans le vouloir, et j'ai senti que dans mon entourage, il y avait un ton un peu de reproche à un moment donné quand on m'a dit « Mais toi, de toute façon, t'es jamais disponible. Tu passes ton temps à bosser, et en fait, t'as plus le temps. » Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti que la chose me dépassait. J'avais plus aucune. Mais je pense aussi que c'était par rapport à mon âge. Et je venais tout juste d'avoir un enfant. Donc c'était juste avant mes 30 ans. Et c'est vrai que j'ai été un peu dépassée par les propositions. Je me souviens d'ailleurs d'une période où chaque semaine on proposait quelque chose et j'avais cette réponse de oh, mais tu te rends compte, jamais on va me reproposer un truc pareil. Et du coup je pense que heureusement que mon entourage c'est du béton et je pense que c'est aussi la clé entre guillemets de la réussite, c'est que c'est un ciment et que ce sont des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux mais qui regardent d'un point de vue extérieur et qui des fois arrivent à remettre un peu les choses à leur place entre guillemets, et en fait le côté justement ça c'est exceptionnel et peut-être que plus jamais je le ferai, oui ok, mais peut-être que ça va être comme ça toutes les semaines et à un moment donné les gens autour de toi vont peut-être plus être là en fait. C'était une question que hier j'ai demandé à ma communauté bien plus petite que toi, hein, ça pour le coup, mais juste quelle question vous aimeriez poser à une créatrice de contenu demain, et ils m'ont dit comment justement les proches l'ont vécu ce choix, comment ils ont vécu le choix de faire de création de contenu. Est-ce que tu as senti leur regard évoluer envers toi? Même pour tes enfants, tes proches et tes enfants, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils conçoivent? Alors, dans ma famille, de mon côté, même là, dans la famille du côté de mon mari, c'est devenu assez... Il y a eu une grosse période où on en rigolait énormément. Genre, mes familles... tu vas mettre ça sur les réseaux dans 5 minutes. Enfin, je me souviens entre autres d'une histoire d'un canapé dans ma famille que personne n'arrivait à vendre. Et ma sœur finit par me dire... Pas ma sœur, non, ça c'était ma belle-mère, finit par me dire mais mets-le sur tes réseaux sociaux, on sait plus comment faire. Et le truc était parti en 5 minutes. Ils m'ont dit, tu vois, ça c'est la magie. Et en fait, ils sont assez étonnés de la vitesse de ma communauté, la vitesse de réponse des gens, de la vitesse dont tout le monde peut répondre à une question. L'histoire du dentiste hier soir, non mais c'est impressionnant, j'ai reçu mes 200 réponses et je me rends compte qu'il y a un nom qui revient 4 fois. Et du coup, j'ai pris rendez-vous et tout le monde m'a dit s'il est bien, tu nous donnes l'adresse. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, j'en parle à mon mari, il me dit t'es un peu l'influenceuse du dentiste en quelques heures. Non, mais c'est vrai, mais c'est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas la référence, hier, Fanny a demandé en story si quelqu'un avait des références de dentiste. Ouais. Et puis la suite de l'histoire, maintenant vous la connaissez. Mais, voilà. Mais c'est impressionnant en fait la réactivité des gens. Je pense qu'il y a des années, on n'avait pas ce côté ultra réactif de la communauté. J'ai l'impression que tout le monde est devenu hyper connecté. C'est un peu le cas avec le lit, la fameuse histoire du lit. Le lit, ça c'est improbable. Enfin, ça c'est typiquement l'histoire je comprends toujours pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on est un dimanche matin. Du coup, il faut savoir que j'ai déménagé. Enfin, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai déménagé dans ce nouvel appartement au moment du confinement en mars 2020 et j'avais revendu tous mes meubles de l'ancien appartement. J'imaginais pas qu'on allait être confiné en France et j'imaginais même pas qu'il y aurait une pandémie derrière. Et du coup, on se retrouve dans ce nouvel appartement avec juste un canapé et rien d'autre. Et du coup, avec 2 enfants dans l'appartement, mon fils est tout petit à ce moment-là, il a 2 ans. Et il faut occuper les enfants, on se retrouve enfermés, c'est inédit pour tout le monde. Et en fait, un dimanche matin, j'aurais balancé ça a commencé avant le lit, ça commence par une couette quand même.
C'est ça qui est drôle, c'est que je balance la couette sous la fenêtre. Il fait très très chaud au moment du confinement, je sais pas si tu te souviens. On a un temps de malade. Donc je balance une couette. Je me dis, putain, c'est assez esthétique avec la vue derrière. Et je prends une photo avec mon iPhone en 2 secondes. Je repose le téléphone. Les enfants retournent la mise en scène. Je me décide à la poster complètement à l'arrache le même jour. Et là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Parce que derrière ça a explosé. C'était repris par les US. En fait, ça a été repris pendant la nuit par un humoriste aux US qui disait que les Parisiens mettaient tellement d'argent dans le loyer. Alors, il parlait quand même de $5 000 par mois. Du coup, on se retrouvait avec un manque d'argent pour s'acheter un lit et qu'on dormait sur des palettes. Et en fait, pour lui, ce qu'ils appellent des palettes aux États-Unis, c'est le parquet qu'on a typique à Paris, dans les vieux appartements comme ça. Et en fait, tout le monde, tous les franco-américains m'avaient parlé pendant la nuit. Moi, je dormais et le matin, je me retrouve avec 200 réponses, genre en mode tel humoriste a fait une vidéo avec ta photo. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, je comprends pas très bien au début qu'est-ce qui est drôle dans l'histoire. Donc, j'en parle avec tout mon entourage et on se pose vachement de questions. On se dit, mais tu sais quoi, t'as qu'à lui répondre. Et à ce moment-là, en fait, je prends le sommier qui est dans ma chambre. J'avais quand même un vrai lit dans ma chambre. Je prends le sommier, je le remets sous la fenêtre avec la couette dessus et je dis réponse à ça, les États-Unis. Et là, ça repart. Et là, ça repart, c'est repris partout, par les plus grands magazines, par Kylie Jenner, je crois. Les sœurs Kardashian, Britney Spears il y a quelques mois. Pour ne citer qu'elle, hein, parce qu'au final, c'est repris par des gens que j'admire et je me dis, mais... Par le New York Times, les gens commencent à me faire des interviews et moi en fait j'ai aucune réponse à... Il y a même un article sur le cas du lit sous la fenêtre. C'est incroyable. Alors que de base c'était 5 minutes. 5 minutes. Et que c'est un des posts que tu as fait le plus rapidement. Parce que... Mais complètement, et puis pas du tout réfléchi. C'est-à-dire que moi des fois je mets des jours et des jours à créer une mise en scène pour une marque. Okay. C'est quand même le but de mon métier, le fond de mon métier. Et là... c'est typiquement le cas d'école d'une photo qui devient virulente sur les réseaux sans comprendre. De toute façon, en vrai, cette photo est à moi, mais elle ne m'appartient plus parce qu'elle est devenue complètement virale. Les gens ne savent même plus d'où elle vient. Ouais, c'est là, on voit un peu là. Je vois. La limite. Et donc là, pour ta communauté, pour revenir sur des conseils pour ceux qui peuvent nous écouter, quelle est la clé pour toi pour bien gérer une communauté, ou les petits tips à avoir en tête pour bien gérer sa communauté? Ouais. Bon, alors déjà être poli. Ouais, de base. La base. J'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui nous envoient des... Moi, c'est vraiment un truc qui me rend fou. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne ferais pas dans la vraie vie. Moi, je vais poster une story et quelqu'un va me dire « La table ?» Point d'interrogation. Oui, bonjour. Ouais. Alors, peut-être une phrase entière. Je trouve ça ultra agressif parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas des êtres humains derrière. Donc, bonjour. Quelle est la référence de la table ? Moi, en plus, je réponds à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que même si je prends du temps à répondre, je finis par répondre à tout le monde. Parce que pour moi, la clé d'un compte Instagram et de fidéliser la communauté, c'est de répondre aux gens. C'est pas de mettre une photo et que derrière, il se passe plus rien. Donc, je trouve ça assez agressif, la manière dont les gens nous prennent un peu pour un SAV. Je suis plutôt dans le partage et justement, j'ai plaisir à avoir des vraies conversations avec certaines personnes sur ma communauté que je finis par repérer d'ailleurs avec leur pseudo. Des gens ultra gentils qui des fois finissent par passer à mon coffee et qui se révèlent hyper gentils dans la vie. Et c'est aussi comme ça que je fais beaucoup de connaissances et de contacts. Bravo. Parce que là, t'es créatrice de contenu, mais à côté de ça, ça vit ta vie. Et en 2016, tu décides d'ouvrir Passager, ton coffee shop. Pourquoi ? Déjà, pourquoi ? Je sais pas. Parce que tu n'étais pas du tout dans la restauration, je n'étais pas du tout préparée à ça. Et pourquoi ici ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter ? En fait, la bonne rencontre, à ce moment-là, je fais des piges pour My Little Paris. Donc, ils appellent ça une dénicheuse. Donc, en fait, moi, je suis tout le temps en vélo dans Paris. Donc, je vois les endroits se créer et se construire. Il s'avère que l'année où je veux mettre ma fille en crèche, j'ai pas de place. Bon, c'est classique parisien.
Mais je finis je suis très acharnée comme fille, et je ne lâche rien. Et je finis par avoir une place à 10 minutes à pied de chez moi et je passe devant un nouvel endroit qui va se construire. Je rentre dedans. Pour le coup, j'y vais à fond quand je vois à ce moment-là, je suis avec My Little Paris encore. J'y vais, je rencontre quelqu'un dedans qui me dit je vais ouvrir un shop de burgers. C'est vraiment le boom des burgers à ce moment-là dans Paris. Je dis ah bah ok, il me donne son numéro. Et je fais l'article pour My Little Paris pour lui. Et à ce moment-là, on se recroise, mais genre 10 fois par semaine dans le quartier. On est de la même génération. Par contre, lui ne va pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui l'intéresse pas. Et il me dit est-ce que ça te dirait de m'aider pour les réseaux sociaux? Bien sûr, je te paye, etc. Mais à créer la communauté de mon restaurant, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Et je lui dis allez, ok. Il est vraiment du même mood que moi. Donc, on veut pas se prendre la tête. On veut rester très simple. Il n'y a pas de stratégie derrière. Je pense que ça va rendre fou 1 milliard d'agences qui sont dans des plans stratégiques pour les restos. Mais nous, à ce moment-là, on est complètement à l'arrache. Donc, on est 2014-2015. Du coup, on vit dans le quartier de Charonne. Et nous, on est à fond dans les coffee shops par le biais de nos voyages et même par la première génération de coffee dans Paris. On accroche énormément avec les baristas. Et on se dit, mais pourquoi pas ouvrir notre coffee à Charonne? Il n'y a rien. Et improbable, à ce moment-là, il y a un local qui est vide depuis 15 ans. Personne ne le reprend et personne ne sait à qui il est. Donc nous, FBI, on cherche partout dans le quartier, on finit par tomber sur un numéro de téléphone, ça appartient à quelqu'un qui ne vit pas dans Paris. Et en fait, on va à la rencontre de la personne, on lui explique le projet, qu'on veut faire un coffee. Elle a très très peur, la dame. C'est une personne de 60 ans qui bosse toujours d'ailleurs. Et puis en fait, je pense qu'il y a eu un petit déclic, c'était qu'elle était passionnée de mode, des grandes maisons. Et en fait, moi, je lui explique mon parcours, la rencontre, que j'étais styliste pour des grandes maisons de luxe. Et elle dit, vous savez quoi, j'ai un bon feeling avec vous, je vous file le local. Et allez, en 3 mois, on fait les travaux, on se débrouille avec notre propre financement tous les deux. On ouvre le coffee, mais vraiment à notre image, c'est-à-dire à l'arrache. On a tout pris sur le bon coin. La seule table commune qu'il y a dans le coffee appartenait à Sonarikiel. Ils allaient la jeter, elle était dans la rue, on la récupérait. Et c'est vraiment à notre image simple. On accepte tout le monde, on se prend pas la tête. Il n'y a aucune stratégie derrière. C'est beau. Voilà. Et là maintenant, tu te qualifies comme quel style de manager toi pour tes équipes quand tu passes au coffee? Tu dirais que t'es comment avec eux? Couteau suisse, on s'adapte à tout. On s'est adapté à un truc improbable, du coup le Covid. Moi, j'aurais jamais imaginé avoir un restaurant et me retrouver en pleine pandémie avec. Donc on s'est adapté quand on a fermé. Faut savoir que mon associé, c'est un restaurateur. Et lui, pour le coup, il n'a fait que ça depuis ses 16 ans. Il est ultra fort sur ça. Il n'y a pas du tout d'histoire de... J'ai un peu de mal avec le cliché qu'on voit souvent dans les parcours, très très grandes écoles, toute une stratégie commerciale d'attirer les gens, de vendre un monoproduit, etc. Alors nous, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans le dur, c'est-à-dire que lui, il a commencé serveur, il a fini manager dans une très grosse brasserie. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient du métier depuis qu'il est petit. Donc moi, ça m'a énormément appris. J'ai jamais été serveuse de ma vie. Du coup, j'ai vachement observé. Moi, j'ai toujours été dans l'image, finalement. Et j'ai énormément appris, et j'apprends toujours, d'ailleurs, à ses côtés, de comment manager une équipe. Nous, on est très à l'écoute, c'est-à-dire qu'on se parle non-stop, tous les jours, par SMS, par téléphone. J'aurais énormément appris avec les réseaux sociaux. Je leur ai apporté ça, c'est-à-dire que... moi, j'ai tout mon environnement qui vient des réseaux sociaux, les copines, influenceuses, la presse, etc. Je les amène au coffee, je leur explique un peu comment ça marche l'univers et comment on peut justement lier restauration et influence dans une affaire comme ça. Ok. Voilà. Et là maintenant, quelle est une journée en 2022, une journée ou une semaine type pour toi? Alors, moi, je suis une nefto, donc je pense que ça aide énormément. Je suis une nefto qui est très motivée dès le matin. Je pense que j'ai un caractère très indépendant et très débrouillard de base. C'est-à-dire que
Les écoles, c'est comme par exemple, si on reprend mon parcours d'école, j'ai trouvé toute seule les écoles et j'ai rien lâché. Je voulais absolument y aller. Par exemple, les SAT, c'était uniquement sur dossier. À 14 ans, j'ai dit à mes parents, je veux aller à l'ESAT. Bah non, l'ESAT, il est à 2 heures de la maison. C'est non, Fanny. Bah si, on va aller à la porte ouverte, je vais te montrer. C'est une école de gens nouvelles, je veux faire ça. C'était non, en fait. Et quand ils ont vu l'école et que j'étais déterminée et que j'ai rien lâché, ils m'ont dit, bon, bah vas-y. Et du coup, je suis partie à 14 ans chez mes parents. Bien sûr, j'étais en internat. On ne lâche pas une fille de 14 ans toute seule dans une nouvelle ville à Lille. Hein. Et en fait, je pense que mon caractère est comme ça. C'est-à-dire que je me lève, je sais déjà m'organiser dans ma tête. Tout est assez clair. Donc j'ai des enfants. Donc avec mon mari, chacun s'occupe d'un enfant le matin. Moi, je le dépose. À partir du moment où il est déposé, je démarre ma journée en ouvrant mon ordi, en répondant à tout le monde. Donc ça peut prendre du temps. Ça prend combien de temps à peu près? Franchement, je pourrais passer une journée entière dessus. Une journée entière. Parce qu'en fait, le temps que tu répondes, déjà, tu as du retard de base. C'est-à-dire que moi, je pense que de base, j'ai un nombre d'emails non lus qui est impressionnant. J'avais testé de bosser avec quelqu'un qui m'aide, qui me soutienne à répondre à des emails. En fait, je m'en sortais pas plus que ça parce que les marques veulent nous parler à nous. Et surtout, quand je suis en collab, par exemple, on prend l'exemple d'un parfum. Alors Fanny veut quelle bouteille ? Attends, je vais lui demander. Donc au final, on en revient toujours à la... En fait, le problème, le métier d'influenceur dépend uniquement de l'influenceur. On a beau avoir une équipe, il faut qu'on réponde à tout le monde. Donc même si tu prends un assistant, finalement, est-ce que ça t'aide ? Non, pas vraiment. Donc maintenant j'ai un nouveau truc, c'est que je suis devenue quand même assez proche des filles qui me font bosser régulièrement. On se parle par WhatsApp. Franchement, je pense que c'est une des meilleures solutions. Donc j'essaie de prioriser tout. Donc je réponds les gens prioritaires, donc les collabs. Tous mes messages Instagram, j'essaie de répondre dans la journée. Dès que j'ai de la création de photos à faire, je suis plutôt du matin pour la faire. Après, bien sûr, la lumière est complètement liée à mes photos, etc. Parce que moi, je travaille avec mon iPhone depuis le confinement. Avant, je travaillais avec mon appareil photo. C'est un nouvel exercice. Mais en fait, moi, comme je suis complètement dans la photo et le visuel, ça prend beaucoup de temps. Je retouche rien. C'est un parti pris d'avoir un feed très naturel, entre guillemets. Mais finalement, c'est beaucoup de boulot. Des fois, je peux refaire 10 fois la photo parce que il n'y a pas le truc. Enfin, tu vois, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, je peux bosser. En fait, je peux pas. Si je m'arrête pas, c'est sans limite. Sans limite. Et ma priorité, c'est quand même ma famille. Donc, mon mari et moi, on va chercher nos enfants à l'école. C'est notre moment où on a envie d'être avec eux. Et à 18h, c'est priorité les enfants. Et le peu de temps libre que tu as à côté, tu l'occupes comment ? Avec mes amis et ma famille. Est-ce que des moments de partage Pour moi, c'est une priorité. Je m'en suis rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte par expérience depuis que je fais ce métier. C'est-à-dire, tu vois, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, à un moment donné, je pense que oui, je me suis complètement perdue dans le... je pense que la première génération comme moi, on prend les choses comme elles viennent et on n'a aucun recul. Et je pense qu'à un moment donné, oui, quand ma famille me disait on va peut-être se calmer parce qu'en fait, tu vas plus avoir de vie, je me suis dit ouais, en fait, il va falloir que je me force. Au début, ça me paraissait trop bizarre de me dire allez, je coupe tout. Et en fait, c'est ça le vrai luxe dans la vie, c'est pas de gagner plein d'argent, c'est de se dire ouais, ok, je coupe parce que j'ai envie d'aller prendre un café avec ma copine, parce que on a envie de se prendre une journée avec mon mari, parce que j'ai envie de faire découvrir un truc à ma fille, et en fait, je vais couper à ce moment-là. C'est bien, t'as la chance de pouvoir vivre ta passion. C'est ça. Donc tu l'as cultivée. Je pense que une des clés aussi, c'est l'organisation. C'est vraiment, moi je note tout, j'ai un agenda papier. D'accord. Et j'ai besoin d'écrire les choses et j'ai besoin que les choses soient dans un certain ordre. C'est peut-être mon côté nordique aussi. Peut-être. Et justement, si tu devais parler à la Fanny il y a 15 ou 20 ans, que tu l'as retrouvée à la sortie, au passager, café ou ailleurs, tu peux lui dire un conseil. Tu lui dirais quoi ? Écoute et garde bien ton intuition en priorité. L'intuition. Je pense qu'il faut s'écouter en priorité.
Euh, et les gens autour qui font pas... Justement, c'est marrant, c'est souvent quand c'est pas des gens de ton cercle proche qui limite se permettent de faire des réflexions genre mais dans quoi tu te lances? En fait, faut s'écouter. Et au moindre doute, faut pas hésiter à en parler aux gens sûrs autour de nous. Finalement, quand je dis que j'ai pas d'équipe, mon équipe, elle est là en fait. Il y a mes meilleures amies qui sont toujours présentes pour moi, qui sont toujours de bons conseils. Et en plus, c'est marrant parce que finalement, elles sont dans des secteurs différents, mais qui se modulent très bien avec le mien quand même. Donc je sais, on se parle tous les jours. J'ai le moindre doute, la moindre question, elles vont me répondre. Et j'ai besoin de ces gens-là. Mon mari, il est d'un conseil, mais c'est impressionnant comme il peut m'aider. Enfin, et je pense qu'en fait, il faut savoir. Donc garder son intuition, s'écouter, le noter quelque part, revenir peut-être là-dessus quelques mois plus tard, en parler à des gens sûrs. Vraiment. D'accord. Et pas hésiter à écouter ce qu'ils vont dire et le renoter et travailler la chose. Et pas se précipiter en se disant ouais, quelqu'un m'a dit ça, bah, je vais pas le faire. Non, faut... Tu cherches la remise en question. Ouais, il faut s'écouter vraiment. Faut pas être influencé par des gens finalement peut-être qui nous connaissent pas bien. Et là, durant tout ton parcours, est-ce que tu as un exemple d'échec qui t'a vraiment marqué et une réussite à contrario où tu as vraiment été fier de toi? Alors moi, j'ai du mal avec le mot échec. Un apprentissage, si tu préfères? Ouais, je trouve qu'il n'y a pas d'échec. Ouais. J'ai eu une autre entreprise encore qui était au même moment que la création de mon blog. J'avais créé ma marque de mode pour femmes enceintes. J'avais pas du tout d'enfant à l'époque avec une amie à moi, qui est toujours mon amie d'ailleurs. Et en fait, à un moment donné, il m'est arrivé un truc très perso et j'ai fini par fermer cette entreprise avec ma copine. Et en fait, il y avait plein de gens qui me disaient mais c'est trop dommage, ça marchait bien, tu le vis pas comme un échec. Non, je le vis pas du tout comme un échec. Je le vis comme une expérience de la vie. Et en fait, j'ai écouté mon intuition. J'ai senti qu'à ce moment-là, il fallait que j'arrête cette entreprise, que je me concentre sur l'autre, donc l'influence. Et je sais pas, je ne saurais pas t'expliquer. Je suis persuadée que j'aurai plusieurs entreprises dans ma vie. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard sur les gens qu'on rencontre. Et on n'est pas au courant des gens qui vont arriver sur notre route. Par exemple, si je prends l'exemple de mon associé, c'était complètement imprévu. Et tu ne peux pas l'expliquer en fait. Il y a une espèce de synergie entre les deux personnes qui vont créer une entreprise. Et je le dis, hein, si on doit fermer cette entreprise, je n'ai aucun remords derrière et je n'ai aucune nostalgie à venir en fait. Pour moi, c'est un parcours. Il faut vivre dans le présent Tu le vis à à fond. 100% et... En fait, je pense qu'il ne faut pas se dire c'était bien avant ou c'était comme ça avant ou c'était mieux avant. Ça sert à rien en fait. C'est une espèce de nostalgie. On a vécu quelque chose, bien, pas bien, etc. Mais ça nous a renforcés ou ça nous a appris une leçon. Et ce qui va se passer dans l'avenir ou les choses qui vont arriver, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de se dire dans 5 ans je vais faire ça. Pour moi, je vois pas l'intérêt en fait. Je pense qu'il vaut mieux être très présent dans ce qu'on vit et ce qu'on fait maintenant. Ça a beaucoup plus d'impact et c'est beaucoup plus positif en plus, je trouve. Parce qu'en fait, si je vais dire à mon équipe, par exemple au Coffee, ah bah dans 3 ans, on va peut-être faire ça, on va en ouvrir un deuxième. Déjà, c'est leur mettre une idée dans la tête qui va peut-être jamais exister. Je préfère leur dire, ouais, en ce moment, c'est trop bien. Allez, dans quelques semaines, on réouvre une terrasse ou dans quelques semaines, on remet tel plat à la carte. Moi, je préfère les aider et les pousser à ce qui se passe maintenant et qu'il y ait une bonne synergie dans l'équipe maintenant. Et pas de se dire, dans 3 ans, on va être sur ça. En fait, on n'en sait rien. Encore plus avec ce qu'on vit, je trouve, avec la pandémie. Oui, bien sûr, ça nous a appris à l'humilité et de prendre le temps. Justement, prendre le temps. Mais je vois que là, tu es épanoui, que tu vis à travers tout ce que tu fais. Ah, mais j'adore. C'est beau. Ça me pousse, en fait. Et alors, peut-être que je fais partie des peu de gens où le confinement a fait beaucoup de bien. Bizarrement, le confinement, je trouve que le fait qu'on soit tous en pause en même temps, moi, ça m'a permis de souffler, en fait.
Je sentais que j'arrivais sur une période, faut que je remette les choses à plat. Et en fait, c'est limite l'univers qui m'a dit, ça y est, on te donne 3 mois pour que tu remettes les choses à plat. Donc, bizarrement, j'ai fait énormément. Nous, on venait juste de déménager et je pense que le tri, tu sais, quand tu déménages, ça fait aussi partie du tri dans ta tête. Tu donnes, tu changes. Et je suis pas du tout quelqu'un qui est attaché aux choses matérielles, entre guillemets. Moi, j'aime justement me détacher des choses pour pouvoir m'ouvrir à d'autres choses. Et ça se trouve, j'aurai une autre entreprise dans 1 an. J'en sais rien, en fait. Et je ne sais pas, et tant mieux, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de me faire des films. Je comprends. On arrive bientôt à la fin de notre discussion. J'avais encore quelques questions pour toi. Déjà, quel est ton endroit préféré à Paris? Où est-ce que tu aimes être? Parce que toi, je sais que tu es une amoureuse de Paris. Ouais. Je dirais le Jardin des Plantes. Ouais. J'aime trop cet endroit. J'ai l'impression que quand je rentre dedans, d'un seul coup, le bruit s'estompe. Et quand tu es d'ailleurs bien au milieu du Jardin des Plantes, tu peux presque ne plus rien entendre. Je trouve que c'est très apaisant parce que alors c'est très bizarre, on entend beaucoup les mouettes parce que je pense qu'on est la scène est à 3 minutes littéralement du Jardin des Plantes et moi je suis née au bord de la mer, donc en fait ça ne me manque pas du tout de vivre au bord de mer actuellement. Je te dis, je vis vraiment le présent et moi je surkiffe vivre à Paris, ça m'enrichit énormément. Et en fait, le fait d'être dans Paris, d'être un peu dans la nature, d'avoir ce musée incroyable devant moi, et du coup, moi, je suis très attachée au musée. Je pense que c'est ma culture artistique qui fait que j'ai besoin d'aller dans les musées, etc. Ça m'apaise. Et d'entendre en même temps les mouettes me fait une espèce de... Alors, quand il y a le rayon de soleil, ça y est, on est bon, quoi. Il ne manque plus qu'un café dans la main et c'est parti. Et c'est parti. D'ailleurs, souvent, je prends un café à mon coffee. Et en fait, si je descends du coffee tout droit, je suis au Jardin des Plantes. En 20 minutes à pied. Je fais tout à pied ou en vélo. Donc, pour rester à l'air frais. C'est vraiment très apaisant. C'est l'idéal pour moi. Et un voyage, parce que au début, tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal voyagé. Oui. Quel voyage t'a vraiment marqué ou New York. Comment dire, New York. En fait, je pense que je fais partie de la génération qui a été baignée par les séries comme Friends, Sex and the City, les vieux films des années 90 où justement ça se passe, j'étais très petite, où ça se passe à New York, etc. Je pense qu'inconsciemment, on a été beaucoup baignés dans cette culture américaine avec beaucoup de photos et d'images. Et en fait, quand je suis arrivée à New York la première fois, j'ai pleuré. C'était comme si... toute cette culture des années 90 que j'avais vécue enfant était là sous mes yeux et je pouvais la toucher. Le rêve devient réalité. C'était très très bizarre. Après, j'ai du mal avec un seul souvenir ou comme quand on te dit quel est ton livre préféré. Bien sûr. Mais ça m'a fait la même chose quand je suis allée en Jordanie, que je suis arrivée devant la fameuse porte à Petra. Pareil, culture Indiana Jones quand on était enfant. J'ai pleuré, en fait, j'avais vraiment l'impression, pareil, de toucher quelque chose de très ancien. Et quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Et du coup, beaucoup d'émotions pour moi d'arriver dans cet endroit. Mais je peux te citer tellement d'exemples sur la planète. Oui, non, c'est les animaux, les émotions. C'est incroyable ce qu'on vit. On a vraiment une planète incroyable. Enfin, c'est magique. Je suis d'accord. Merci de nous faire voyager un petit peu avec toi. Le temps de cette petite pause. Mais une dernière question, et après je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre justement qui t'a animé? Quelque chose qui t'a peut-être fait grandir, ou tu t'es senti animé par quelque chose? Un film ou une série ou un livre, ce que tu veux. Un livre. Un exemple que tu as vu, que tu as entendu, ou que ça a changé un peu la façon que tu as de voir le monde, ou juste toi ça t'a apporté. Ça, c'est super dur. Ça, je te dis un des trois. T'es pas obligé de dire un des trois. Je te dirais qu'en ce moment, c'est vraiment les films. Ouais. J'ai revu In the Mood for Love, film qui date des années 90, qui a été remasterisé, qui est ressorti au cinéma il y a quelques mois. J'avais oublié à quel point ce film est esthétique, et rien que de le regarder, je ne peux pas te l'expliquer pourquoi. Ça m'a donné directement tout de suite des images en tête de restaurants,
parce qu'il y a beaucoup de scènes où il mange tout le temps dans ce film. Il mange. Et en fait, ça m'a redonné bizarrement tout un mood et des idées de table. Beaucoup de ça, tu sais, l'art de vivre à la... Alors, c'est pas du tout un film français, hein, ça se passe à Hong Kong, mais il y a tout ce côté de l'art de vivre, de manger, de lifestyle, des gens autour de la table, etc. Et ça m'a replongé dedans. Et en fait, ce film, je l'avais vu quand j'étais, pareil, jeune. Et je me demande si tous ces films-là, très esthétiques et tout ce qui est art de la table, etc., m'ont pas influencé, en fait, sur mon choix de vie, de vivre tous les jours des expériences culinaires, de voir les amis, de prendre un café, de bien manger. Alors moi, j'ai un mood, mais vraiment présent, c'est je ne peux pas passer une journée sans bien manger. D'accord. Un repas raté, ta journée est foutue. Ma journée est foutue. Je suis vraiment vénère. C'est trop important pour moi de vivre vraiment un bon repas, mais même en street food, hein, c'est-à-dire prendre un bon sandwich et aller me balader, tu sais, avec le petit rayon de soleil, etc. Flâner. C'est mon énergie, en fait, au quotidien. Et en fait, je suis très esthétique sur ça aussi. Et c'est comme ça que tu trouves l'inspiration, justement ? Dans les films. C'est incroyable. La musique dans les films. Alors, particulièrement dans ce film, la musique est incroyable. Et les histoires d'amour. Donc là, c'est une histoire d'amour. Je conseille vivement de regarder ce film. Il a tout, ce film. D'ailleurs, il est ultra bien noté depuis des générations. Mais je pense que j'arrive à trouver beaucoup d'inspiration dans le cinéma. Ok. Vraiment. Merci beaucoup, Fanny. Maintenant, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Sur Instagram, je sur suppose. Instagram. C'est le plus simple ? Vraiment, c'est plus simple. Puis c'est bon enfant. Moi, j'adore en disant bien bonjour. Oui, toujours, en étant poli. Soyez poli avec Fanny, s'il vous plaît. Au revoir. Faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur que en fait, c'est comme la vraie vie. La vraie vie, et dans la vraie vie, quand on a envie d'être gentil avec les gens, on rentre quelque part, on dit bonjour, etc. Je trouve que c'est important pour justement être très positif et dans un bon mood, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Fanny. Merci De pour rien, ton temps. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.